donc nous allons démarrer le webinaire. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions en live directement sur le chat pour qu'on puisse y répondre, soit lorsque la question arrive ou à la fin lorsque ça nécessite un peu plus d'explications. Donc aujourd'hui, nous allons aborder dans le cadre d'une stratégie data, comment finalement définir la vision pour ensuite la décliner en plan d'action, qui est quand même une étape assez importante de toute stratégie data. En introduction, je dirais que on a mis en place en fait un certain nombre de contenus autour de l'organisation data-centric de façon globale. Un précédent webinaire autour de l'instruction des cas d'usage liés à la data, donc comment les prioriser, comment les cadrer dans le cadre d'une roadmap globale. On a eu un autre webinaire autour du sujet de l'acculturation data, et puis différents livres blancs autour de la qualité de données, autour de la stratégie de data management, etc. Et puis des cas d'usage, on va dire, très concrets qu'on a mis à disposition sur notre site internet. Donc tout est totalement libre de téléchargement, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir tout ce corpus documentaire. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Pascal Girovinet, qui est directeur de projet data chez Data Value Consulting. Bonjour Pascal. Bonjour. Et moi-même, directrice marketing chez Data Value Consulting. Donc, est-ce que tu veux dire une petite phrase sur toi, peut-être ? Donc Pascal Girovinet, ça fait plusieurs dizaines d'années que je travaille dans la data. Et là, sur des projets divers et variés comme la stratégie, effectivement l'établissement de feuilles de route et de la data gouvernance et acculturation. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, c'est moi qui ai fait effectivement le webinaire sur l'acculturation. Très bien, super. Merci beaucoup, Pascal. Donc du coup, en introduction, donc effectivement, on parle beaucoup de vision qui permet de définir le reste de la stratégie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est la vision et pourquoi est-ce que finalement ça occupe une place prépondérante en amont de ce qui va suivre après ? Alors la vision, qu'est-ce que c'est ? C'est notre capacité de projection en fait sur des sujets stratégiques. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, une stratégie de data n'a de raison d'être que si en fait, elle est adossée en fait, à une stratégie de la société qui est afférente, donc celle qui va en fait avoir comme, par exemple, comme idée d'améliorer la croissance, d'avoir des leviers effectivement importants d'accélération sur des croissances, ou pérenniser certains socles, certains services. Et donc, effectivement, cette capacité de projection au niveau stratégique, au niveau business, purement business, doit aussi pouvoir accueillir une stratégie de data. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre aujourd'hui, puisque la data devient un pilier incontournable, soit de l'innovation, soit effectivement d'enjeux stratégiques sur à peu près tous les sujets, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la data est bien un actif de la société. Alors, la vision, c'est bien d'en avoir, mais effectivement, derrière, il y a aussi la vision, il y a aussi les défis qui sont associés. Quels sont les obstacles aussi que l'on peut imaginer en fait dans notre vision stratégique, qu'elle soit en fait business ou qu'elle soit data, et imaginer aussi comme on a les risques, comme on a les défis, mais aussi les potentiels facteurs clés de succès. Donc ça fait partie effectivement de la vue, une vue d'ensemble en tout cas sur la vision ou sur les visions qui doivent être amenées à avoir en fait soit une intégration par exemple dans votre schéma directeur ou par exemple aussi dans des programmes que le haut niveau COMEX peut avoir en fait pour chaque société, pour chaque service, pour chaque agence, pour chaque ministère, si on parle du public. Donc ça, c'est très important d'avoir en fait une idée à la fois de la stratégie, en fait, une vision avec ses défis, ses risques, ses facteurs clés de succès de la stratégie business, mais aussi d'y adosser en fait une véritable stratégie data. Et la stratégie data se décline en quoi ? Se décline en fait en une feuille de route data. Si on parle en fait d'une stratégie data, si on peut prendre par exemple l'exemple de la gouvernance de données, il faut voir en fait que si on veut intégrer effectivement, je dirais toutes les phases en fait d'éléments d'une stratégie data de gouvernance des données,
il faut qu'il puisse en fait rentrer dans toutes les strates en fait du schéma directeur, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, le schéma directeur va porter en fait un certain nombre de sujets, comme la stratégie globale de l'entreprise, l'organisation des ressources toujours au niveau de l'entreprise ou du ministère, en fait, en tout cas, je dirais, de l'entité en fait, qui possède ou qui va créer ce schéma directeur, et puis effectivement, les processus et les systèmes. Et en face, en fait, on y intègre des éléments, en fait, divers éléments en tout cas qu'on imagine comme la stratégie de données. Il doit intégrer effectivement la vision stratégique du schéma directeur, l'organisation autour de la donnée, la création par exemple d'un data office, dans le cas par exemple d'une gouvernance de données, ou une modification, ou des éléments de gestion de compétences. Donc ça, effectivement, c'est partie d'organisation d'un schéma directeur, puis les processus, et dans les couches plus opérationnelles, les systèmes, et là où on parle effectivement de processus de gouvernance ou de cas d'usage et d'outillage. Donc on va parler d'éléments beaucoup plus bas niveau, d'éléments d'infrastructure qui intéressent plus les DSI, et de gouvernance et de processus qui intéressent plus les métiers. Donc voilà un peu, je dirais, en tout cas, ce qu'il faudra imaginer si on veut en fait faire une feuille de route qui intègre une stratégie et un schéma directeur. Ne pas oublier en fait l'élément aussi qui est, je dirais, moteur, et qui est la mise en mouvement, qui est extrêmement importante, notamment par le phénomène de l'acculturation data. Donc il faut aussi en fait avoir à l'esprit que oui, il y a des éléments, je dirais, par strate, mais il y a aussi un élément qui est véritablement transverse à tout ce schéma directeur, c'est comment mettre une dynamique en fait à ce schéma directeur. Comment faire en sorte que ces 3 ans de programme puissent être, je dirais, le plus efficace possible dans le temps. Voilà un peu, je dirais, les notions, en tout cas, là pour un exemple sur la gouvernance de données, mais on peut avoir d'autres exemples si on veut faire je dirais, des stratégies d'attaque qui comportent, par exemple, la création d'un data lake, par exemple, ou d'autres choses. En tout cas, d'avoir toujours à l'esprit d'avoir les strates d'un schéma directeur, ou en tout cas d'un programme tel que vous l'imaginez, et les éléments qu'il faut considérer pour la data. Très bien, très clair. Alors, quand on va un petit peu plus sur le marché, qu'on interroge vraiment les décideurs, donc nous, on a mené une enquête en fait autour des priorités data 2022 parmi 66 décideurs, et en fait, on se rend compte que lorsqu'on pose la question « Est-ce que vous avez une stratégie data claire et partagée ?», c'est assez mitigé. Donc, il y a effectivement 48% qui l'ont et qui la portent, et puis les 50 autres pourcents du marché, entre guillemets, qui n'ont pas défini cette stratégie data, et pour qui c'est soit en cours, soit en réflexion. Est-ce que pour toi, entre guillemets, ça révèle quelque chose par rapport à peut-être au niveau de maturité par rapport à ce sujet? Alors, ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'effectivement, on a une répartition à peu près 50-50 entre ce qui est aujourd'hui clair et partagé et ce qui l'est beaucoup moins, en fait, voire pas du tout. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le non, ce n'est pas prévu est une valeur extrêmement faible, qui ne veut pas dire en fait que les personnes n'y ont pas pensé, mais peut-être qu'ils l'ont déjà fait. Donc oui, ça, c'est aussi quelque chose à considérer. Concernant effectivement les 2 autres parties, les 17 et les 33%, donc c'est en cours ou c'est en réflexion. Ça veut bien dire en fait qu'il y a déjà une mise en mouvement d'une partie justement de la société, et le oui en fait indique que quelque chose a déjà débuté. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce que la prise de conscience en fait sur ces stratégies data et le fait effectivement que aujourd'hui on est passé en fait d'une culture POC à quelque chose de mise en production, et effectivement avec, je dirais, les éléments périphériques comme la data gouvernance, comme l'organisation, fait en sorte qu'aujourd'hui les sociétés se mettent de plus en plus et assez rapidement en mouvement pour justement mettre véritablement la donnée au centre du jeu. Je comprends. Et alors, c'est vrai que ensuite, quand on pose la question des principaux freins à la réussite de la stratégie data, on se rend compte que parmi les sociétés interrogées, donc,
on retrouve justement le manque de compétences, de vision d'organisation, les freins culturels, les résistances au changement, donc l'absence de mise en mouvement, ce que tu expliquais, la mauvaise qualité de données qui, des fois, dans des environnements, on va dire, très réglementés, est un vrai frein. La partie budgétaire, gouvernance des données. Est-ce que, voilà, entre guillemets, et n'hésitez pas à réagir d'ailleurs, voilà, si vous avez des réflexions, des choses aussi. Est-ce que tu peux peut-être nous commenter un petit peu ces éléments-là, sachant que tu parlais de défis tout à l'heure, justement, dans le cadre de la stratégie data? Ce qu'on peut remarquer, c'est que les deux premières barres, en fait, manque de compétences, vision, organisation et le frein culturel ou la résistance au changement, vont avoir en fait des impacts sur tous les autres. Effectivement, technologie obsolète ou limitée, difficulté à concevoir, en fait, on est là en fait aussi dans un phénomène de difficulté à se projeter. Et donc, effectivement, dans cette difficulté à se projeter, il y a la naissance de résistance. Résistance parce qu'on doit garder son travail ou ses compétences, et effectivement la peur en fait de l'inconnu, mais aussi des résistances à la nouveauté, à l'innovation. C'est donc ces choses-là, effectivement, qui sont en fait les principaux vecteurs je dirais, pas de freins, mais voire même peut-être d'échecs. Donc, c'est extrêmement important. Et puis, le manque de compétences, c'est aujourd'hui quelque chose, d'un phénomène qui est global. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'innovation amène son lot de néo-compétences. Et effectivement, c'est très, très important d'avoir en fait une veille en fait sur les nouveaux outils, les nouvelles méthodes, les nouveaux algorithmes et quelles compétences on peut mettre en face de ça. Et donc ça, c'est effectivement c'est important d'avoir en tout cas ces éléments-là, notamment dans des cadres d'upskill où en tout cas on veut en fait mettre en place des plans de compétences ou de formation. C'est très important. Alors, je vois une question. Effectivement, oui. En fait, cette démarche, et ça c'est une chose que j'avais déjà répétée dans le domaine de la culturation, cette démarche est forcément top-down. Et donc, effectivement, les premiers en fait à culturer justement et pour aider justement à avoir cette capacité de projection sur l'innovation, c'est effectivement c'est les décideurs, c'est le top management. Et donc ça, ça paraît évident, mais aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui aujourd'hui a peut-être des conflits générationnels, des questions d'âge, pas forcément. Hein, je suis moi-même quelqu'un qui a quelques années derrière, et effectivement, le manque de cette capacité de projection, on peut l'avoir à tout âge. La question n'est pas dans l'âge où on peut faire projection, la question est dans la capacité à comprendre l'environnement dans lequel on se trouve, et notamment l'environnement data dans lequel on se trouve. Et puis aussi, d'avoir cette lucidité sur notre existant dans l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et lorsque justement on aborde le sujet d'acculturer nos propres dirigeants, est-ce qu'il y a, j'imagine que le e-learning n'est pas suffisant, donc j'imagine qu'il y a des actions spécifiques en fait pour ce type de population? Oui, il faut. En fait, là, on est dans un cas. Alors, si on parle par exemple du management ou des décideurs, effectivement, des événements de type team building à ce niveau-là, sur des thématiques purement data, sont importants. Effectivement, des travaux sur des capacités de projection, ça, c'est que fait la neuroscience notamment, permet d'avoir aussi ces éléments-là. Donc, ça veut dire quand même que à tous les niveaux, quelle que soit la strate, il faudra de toute façon avoir cette culture data. Si on veut effectivement comprendre l'environnement data dans lequel on se trouve. Ok. Alors, effectivement, il y a une deuxième réflexion. Donc, le manque de vision semble le plus problématique avec une vision claire. Il est plus facile d'identifier de quelles compétences on a besoin et de quelle organisation doit effectivement répondre à ce top à mettre en œuvre. Alors oui, c'est vrai. On peut avoir en fait de façon très macro une identification de quelles compétences, mais de façon macro.
Parce que derrière la vision, il faut aussi décomposer cette vision en actions. Et c'est les actions et les cas d'usage qui permettront en fait d'avoir l'exactitude des compétences et de l'organisation qu'il faudrait ou le dispositif qu'il faudrait pour avoir en fait, je dirais, les bonnes personnes, les bonnes compétences sur les bons cas d'usage. Donc ça, c'est très important, effectivement. Donc la vision, mais pas que la vision. Très bien. Eh bien, écoute, merci pour cet éclairage. Alors, donc, du coup, là, on a vu effectivement comment dire, une photographie, entre guillemets, des pain points du marché. Donc, du coup, en termes de méthodologie, quand effectivement on va définir la vision, on va essayer de réfléchir au point de départ, à l'existant, au pain point, etc. Enfin, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus là-dessus? En fait, juste la question du point de départ est très importante et l'existant, avoir un diagnostic qui est extrêmement important sur la maturité en fait de data de l'entreprise et peut-être même d'un périmètre très défini. Le statut exact de l'existant, est-ce qu'aujourd'hui, ce que l'on a est suffisant pour pouvoir innover ou rentrer dans le cadre en fait rentrer dans le cadre en fait d'une analyse qui permet de dire voilà, on a cet existant, il nous permet d'aller jusque-là. Si on veut avoir une vision d'une trajectoire, est-ce qu'il est suffisant? Et ça, c'est effectivement une collecte d'informations et effectivement notamment des cas d'usage qui nous permettront de le faire. Et effectivement, quels sont les pain points? On en a vu en fait dans le slide précédent, tous ces freins en fait. La qualité de données, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose qui est très récurrent dans beaucoup de sociétés. Effectivement, la qualité de données, c'est un point un peu central, mais la qualité de données, pour pouvoir en fait, je dirais, corriger en partie cette qualité de données, il faut au départ en fait que les compétences, l'outillage, toute la réflexion autour de tout ça doivent être faits. Donc, c'est effectivement d'un côté la qualité de données, par exemple, mais après, effectivement, c'est des réflexions qui sont beaucoup plus larges et qui permettront effectivement, par exemple, on sait très bien que des éléments de qualité de données, typiquement, peuvent être résolus par des actions de communication pour rappeler, en fait, de bien saisir les choses, par exemple. Donc ça, c'est aussi, en fait, à prendre en compte quand on fait une feuille de route. On veut aussi savoir, notamment pour des raisons je dirais, si on commence à faire de la data science ou des choses qui permettent des transformations, qui permettent de faire de l'innovation, il nous faut des données fiables, il nous faut des données de qualité, et donc il faut imaginer, en même temps qu'on imagine en fait la construction de l'outillage et de la plateforme, comment on fait pour avoir ce niveau de qualité. Tout à fait. D'ailleurs, dans le cadre de l'enquête, des personnes qu'on avait interrogées et expliqué que la partie qualité de données et conformité des données, ça c'est quelque chose qui parlait vraiment aux dirigeants dans des contextes de banque, d'assurance ou de secteur public. Et ça, c'est vraiment, entre guillemets, des marqueurs forts qui permettent justement d'acculturer à travers des objectifs, etc. Donc, chacun son pain point, chacun son point de départ. Et en fonction, chaque roadmap, j'imagine, va être bien différente. Oui, tout à fait. Alors, on a parlé du quoi, finalement, pourquoi cette roadmap, et finalement, alors, qui va définir cette roadmap? Alors, en fait, il y a d'abord l'origine du besoin. Il y a effectivement l'un des premiers grands besoins, c'est les besoins d'un programme stratégique. On veut avoir une augmentation du point de croissance sur tel domaine. Ça, c'est, je dirais, des grands besoins stratégiques. Et on voit bien que pour pouvoir en fait faire une feuille de route à partir de ça, ça implique que des personnes connaissent les cas d'usage qui permettent d'avoir ces leviers en fait de croissance. Donc ça, on a donc l'origine du besoin qui peut être en fait qui est comme Excodir, donc des éléments de top management, et effectivement la feuille de route qui est toujours en fait par en général du middle management d'opérationnel et qui est effectivement suivi, validé par le CODIR. Donc ça, c'est en tout cas par des membres référents du CODIR. Donc ça, c'est important. Et puis effectivement, il y a tout le monde. Parce que dans le cadre d'une initiative, si on parle une personne en fait
à une initiative qui pourrait en fait rentrer dans le cadre d'un programme stratégique, eh ben, il faut pouvoir en fait recueillir cette information-là et que, en tout cas, le CODIRS puisse, ou le COMEX puisse en fait prendre en compte cette information dans le cadre de leur programme. C'est important parce qu'effectivement, c'est important parce qu'effectivement, on considère souvent que la société dans son ensemble n'a pas forcément, les gens n'ont pas forcément à avoir ce genre de choses, mais effectivement, dans le cadre de l'acculturation, justement, et de la mise en mouvement, ça permet d'avoir cette démocratisation, en tout cas sur les initiatives. Et ça, c'est important parce que les gens prennent conscience de ce qu'ils peuvent faire avec de la donnée. Et donc, ils peuvent avoir, en fait, ces idées. Et ces idées peuvent être, en fait, vecteurs de croissance, vecteurs de pérennisation ou vecteurs de sécurité, par exemple. Et toujours pareil, le traitement se fait par toujours les mêmes, je dirais, les mêmes personnes, accompagnées par des sociétés de services, voire même des clients, voire même certains fournisseurs, voire des partenaires. En tout cas, tous ceux qui peuvent prendre part en fait à cette feuille de route. Ok, je comprends et c'est très clair. Donc du coup, on a abordé le pourquoi, le quoi et le qui. Alors, comment on fait? Voilà, comment traduire à un moment donné cette vision qu'on a définie en plan d'action opérationnel? Est-ce que tu as des guidelines un peu? Alors, alors, je te coupe une seconde. Il y a une question. Comment amortir le ROI du projet data sur le bilan annuel financier d'entreprise? Sur le bilan. C'est une très bonne question. Ce qui est important, c'est de savoir déjà comment ce projet data. Est-ce que c'est un projet data qui est itéré et donc avec des morceaux, je dirais, lissés dans le temps, ou attend d'avoir une véritable fin pour avoir un ROI. Donc ça, c'est très dépendant effectivement de ce genre de choses-là. Donc, si effectivement c'est amortissable dans le temps, et notamment si vous êtes dans le cadre d'un ROI je dirais, de livrable intermédiaire, par exemple, qui donne déjà en fait des résultats et donc des retours sur investissement, c'est effectivement l'amortissement se fait, je dirais, très très rapidement dans le bilan annuel. Ok, très bien. Je te laisse peut-être effectivement. Concernant effectivement l'établissement en fait d'une feuille de route en elle-même, vous avez plusieurs parties. La première partie, effectivement, l'entrée, c'est la vision et les objectifs. Et la vision et les objectifs, ça comprend effectivement, par exemple, le ROI de ces objectifs. On parle effectivement de vision, mais quand on dit un objectif, il faut aussi avoir l'idée d'avoir un ROI prévisionnel ou qu'est-ce qu'on en tire comme bénéfice. Donc ça, il faut vraiment avoir à l'esprit et quel bénéfice dans le temps. Donc ça, c'est important aussi, puisque une feuille de route, c'est dans un timing, c'est ordonnancé, il y a de temps, et effectivement, plus il y a d'actions, plus il y a effectivement d'interdépendance entre ces actions, et effectivement, plus il peut être difficile de comprendre comment est achalandé et comment on a ce retour sur investissement. Donc ça, il faut bien avoir à l'esprit d'avoir en fait la vision, l'objectif avec ses risques, ses bénéfices et effectivement son retour sur investissement, d'avoir en tout cas prévisionnel. Dans cette première partie, effectivement, comme entrée, on a la vision, l'objectif qui nous amène en fait à avoir des stratégies. Comment en fait on imagine sur des parties métiers, comment on imagine adosser en fait la partie data et la partie IT. Donc ça, c'est cette première partie-là qui va en fait influer sur comment on va après avoir, quelles sont les approches qui nous permettront de pouvoir mettre en place en fait cette stratégie. Donc ça, et là on parle de la stratégie, mais maintenant on va parler de la tactique. Et donc la tactique, qu'est-ce que c'est? La tactique au niveau d'une feuille de route, c'est de dire, par exemple, on va avoir des travaux sur des périmètres très définis et donc faire des itérations sur ces périmètres définis ou, par exemple, avoir
certaines opérations qui sont dans des périmètres globaux. Et quand je parle de périmètres globaux, c'est par exemple sur des objets métiers, sur la totalité des objets métiers, ou d'un grand domaine, ou sur un petit périmètre de ce grand domaine. Donc, et faire des itérations. Donc ça, c'est des approches qui sont différentes, qui peuvent être dépendantes d'éléments, par exemple, comme l'achat dernièrement. Il s'avère que dans un benchmark d'outils de data gouvernance, deux outils étaient philosophiquement différents. Et en fait, l'approche tactique, justement, un qui était plus orienté métier et l'autre était plus orienté technique, fait que ça a des impacts sur le comment, en fait, on ordonnance, en fait, les traitements entre eux. Comment ces actions, en fait, sont dépendants et comment les périmètres de chaque action sont peut-être encore plus limités ou encore plus grands. Donc ça, c'est effectivement des influences, en fait, qui permettent d'avoir, en fait, des approches un peu différentes, donc une démarche différente, et donc des feuilles de route qui peuvent être légèrement différentes. Elles ne sont pas fondamentalement différentes, mais en tout cas, les alternatives sont légèrement différentes. Et puis, il faut imaginer aussi l'impact. Donc là, on est sur votre organisation, l'impact sur les compétences, sur l'infrastructure, sur beaucoup de choses, sur la culture. Justement, la résistance au changement, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, il faut pouvoir mesurer, en fait, cette résistance-là et effectivement faire tous les projets de remédiation qui permettent soit d'abaisser ces risques-là, soit, en fait, d'avoir, en fait, derrière ça, des plans de conduite du changement qui vous permettent, en fait, d'avoir à abaisser ce niveau de risque. Donc ça fait partie des choses qu'il faut imaginer pendant une feuille de route. Et puis, en dernier lieu, en fait, on a la partie opérationnelle. On a mesuré là, dans la partie tactique, on a les approches, on a de la maturité, on sait à peu près, on sait en fait mesurer un certain nombre de choses. On connaît les cas d'usage, on connaît les points de souffrance, on connaît les pain points. Il faut pouvoir en fait mettre tout ça en mouvement, en montrant, en créant en fait soit un modèle opérationnel lié, soit en fait en intégrant un modèle opérationnel existant. Donc toute cette boîte à outils, tous ces processus doivent être en tout cas imaginés pour être créés en fait. Typiquement, vous voulez savoir, vous êtes dans la construction par exemple, d'un data lake, par exemple, et vous avez en fait derrière un certain nombre de processus pour faire de la segmentation, pour faire pas mal de choses, donc besoin de data architecte, besoin de plusieurs typologies de métiers. Donc, vous avez le build, donc la création de ce data lake, mais après, il y a toutes les phases de run qui doivent en fait être intégrées. Et intégrées, c'est que le modèle opérationnel existe, et ben, il faut pouvoir en fait ajouter, par exemple, savoir ajouter un nouveau domaine métier, des nouveaux objets métiers, etc. Donc tout ça, il faut pouvoir le prévoir dans une feuille de route. Non seulement la feuille de route permet de créer, mais il faut aussi prévoir le run. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, pour ça, il faut aussi avoir une notion un peu de scoring sur des éléments comme l'impact, la faisabilité et l'effort qu'on y met pour pouvoir en fait avoir une idée de ce qui est prioritaire au vu de ces trois éléments-là et effectivement des retours sur investissement, qui y sont liés. Donc ça, c'est l'ordonnancement et c'est la finalité en fait de la feuille de route. C'est on met en fait des actions les unes derrière les autres ou en parallèle, suivant en fait un schéma de timing très très particulier, le vôtre, et effectivement, on a des éléments séparés, mais il faut pouvoir prévoir aussi les dépendances entre ces éléments. Donc peut-être que dans la feuille de route, il est inclus l'achat de logiciels qui permettent après de faire par exemple de la cartographie de données ou de la qualité, par exemple. Donc il faut effectivement avoir tous ces éléments-là. Et oui, je suis en train de lire une des questions.
Oui, alors du coup, effectivement, donc il y avait une question. Avoir une stratégie data explicite et formalisée a une valeur ajoutée supérieure par rapport à une stratégie du coup qui serait implicite. Mais comment franchir ce cap? Alors, effectivement, il faudra des KPI mesurables, ça c'est vrai. Mais la stratégie implicite, est-ce que c'est quelque chose de formalisé? Parfois, on fait effectivement on a tendance en tout cas à dériver en fait certaines feuilles de route parce que justement, sur le coup d'un événement X, on fait en fait une stratégie implicite. Donc, on fait en fait un élément qui peut amener à des dérives et qui en fait n'a pas forcément une approche d'analyse d'impact avec l'environnement de la feuille de route en elle-même. Donc ça, c'est important d'avoir en fait cette vision aussi sur les risques de dérive quand on a une stratégie non formelle. Parce qu'effectivement, les KPI mesurables, c'est une chose, mais respecter les jalons, c'est un programme, donc il y a des jalons, et effectivement, respecter ces jalons, c'est très, très important. Et du coup, ça m'amène peut-être à une question, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc la stratégie, on a défini enfin, voilà, ce qu'on veut faire des données, la tactique, on sait comment y parvenir, on a la démarche, on a la méthode, puis l'opérationnel, c'est dans tous les chantiers qui derrière sont à mettre en place. Est-ce que derrière une feuille de route, ça peut changer, ça peut évoluer en fonction de plein de choses? Est-ce qu'il y a une comitologie derrière à mettre en place? Enfin, est-ce qu'il y a un suivi? Oui. Comme je l'indiquais au niveau de l'origine des besoins et de traitement, oui, il faut imaginer aussi un plan de suivi. Il faut imaginer une comitologie. En général, c'est des personnes du CODIR référent en fait, qui sont en fait dans une démarche de suivi, puis effectivement un directeur de projet ou de programme, avec des KPI extrêmement, je dirais, cadrés. Ça, c'est important. Ce qui est aussi important, c'est que c'est la vision à plus ou moins long terme d'une feuille de route. Plus, effectivement, on fait un programme de 3 ans, effectivement, c'est 3 ans aujourd'hui, dans les périodes d'incertitude actuelles, c'est quelque chose d'extrêmement long. Et aujourd'hui, on peut rajouter dans ces feuilles de route une dimension d'agilité. La dimension d'agilité, ça impose quoi? Ça impose effectivement que plutôt que d'avoir une feuille de route qui soit monolithique avec des actions sur 3 ans, c'est d'avoir en fait une somme de feuilles de route qui amène à 3 ans. Et donc en fait, en imaginant en fait de l'interaction entre ces différents éléments, et effectivement, chaque feuille de route, on peut être considéré comme chaque fin de feuille de route peut être considéré comme étant un jalon, en fait. Donc, c'est des choses qui sont je dirais, des segments plus petits, mais qui, mis bout à bout, peuvent, en fait, sont de la même valeur qu'un programme. Et je vais répondre un peu à la question qui est sur les risques. Oui, la gestion des risques est un bon déclencheur. Mais il ne peut pas être le seul. Parce que la gestion des risques, ça implique qu'une partie, en fait, d'éléments stratégiques. Peut-être que si on parle de risque, une société a une position dominante dans des secteurs et que pour garder en fait cette position dominante, elle est obligée d'innover. Et donc, effectivement, ne pas innover et pas faire une stratégie data, c'est prendre le risque de stagner et d'avoir d'autres sociétés en fait qui arrivent et qui dépassent et donc du coup n'a pas je dirais ce pôle leader. Mais on ne peut pas être, je dirais, ce n'est pas suffisant parce que la gestion de risque n'impose pas toujours une gestion de la croissance de la société. Ça impose au minimum d'avoir le même niveau de croissance et par contre peut-être de l'innovation. Mais ce n'est même pas certain. Mais voilà, donc les risques, oui, c'en est un, mais c'est peut-être pas suffisant. En tout cas, ça, c'est fonction vraiment de la vision stratégique je dirais, du management. Très bien. Eh bien, écoute, je pense que c'est plutôt clair. Donc, je voulais proposer effectivement une session de questions-réponses autour de ces sujets donc, qui sont liés effectivement à
à la définition de la vision. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions sur le chat. Alors, je sais que sur la partie opérationnelle, un petit peu plus précisément, et n'hésite pas à donner des exemples, parce que je sais que tu vois ça un petit peu tous les jours, voilà, sans forcément citer le client, mais en tout cas donner du concret. Donc, finalement, comment est-ce qu'on va prioriser sur la partie opérationnelle les tâches de façon individuelle et potentiellement les dépendances, finalement, entre les différentes tâches, quoi. Alors, et peut-être en donnant quelques exemples, tu vois, pour... Alors, effectivement, là, on parle d'impact, de faisabilité, d'effort. On pourrait lui rajouter, par exemple, un niveau de risque aussi. C'est différents éléments qui permettent, en fait, d'avoir, en tout cas, une approche sur la priorisation. Et pas seulement, il y a aussi, je dirais, la vision stratégique. Donc, il faut adosser ces 3, voire 4 éléments à une vision stratégique. Est-ce que ça rentre dans le cadre d'un plan de stratégique ou pas? Est-ce que ça répond effectivement à des leviers de croissance ou pas? Est-ce que ça répond à des problématiques de risque ou pas? Donc tout ça, en fait, ça doit rentrer en compte. Et effectivement, dans une logique de mise en mouvement, il faudrait favoriser les éléments qui donnent des quick wins. Donc des éléments en premier qui impulsent la première dynamique, et notamment des quick wins. Donc ça, je dirais, c'est aussi une forme de priorisation dans les feuilles de route. C'est déterminer très rapidement quels sont les premiers éléments qui rapporteront très vite un retour sur investissement. Et peut-être moins s'occuper de l'effort ou de l'impact. Donc ça, je dirais que c'est des arbitrages. Voilà. Donc ça fait partie des choses. C'est typiquement ce que nous avons mis en place pour une société agroalimentaire, sur lequel on devait en fait travailler sur une feuille de route pour améliorer en fait leur centralisation de la donnée en fait dans des éléments de data lake. Et effectivement, l'idée, c'était notamment de savoir si on ne parlait que technique ou aussi on ajustait ça avec de la gouvernance de données et d'autres éléments en fait. Et donc effectivement, il s'avérait que les éléments d'abord, je dirais, d'achat technique étaient importants, mais les éléments derrière de conduite du changement et d'acculturation étaient encore plus importants. Donc ça, effectivement, c'est des événements qui peuvent en fait changer en fait je dirais l'ordonnancement de certaines tâches. Il y a une petite question, effectivement. Quels sont les outils pour structurer la réflexion sur la vision, visualiser les interactions entre les différentes dimensions et matérialiser la feuille de route? Est-ce que tu as des conseils? Personnellement, j'utilise un mind mapper, moi, pour en fait avoir ces visions. Ça me permet en fait de ne pas perdre en fait d'informations. Je peux le dire son nom, c'est Xmind. Hein. Ça permet en fait visuellement d'avoir toutes les informations de façon hiérarchique, de façon à avoir des interactions, d'avoir pas mal de commentaires. Et effectivement, cet outil permet d'avoir en fait une bonne vision. Après, il permet d'avoir une bonne vision sur des choses, il ne permet pas d'avoir une vision dans le temps. Ça, c'est deux choses un peu différentes. La première idée, déjà, c'est d'avoir l'exhaustivité des informations que vous voulez. Et la deuxième idée, c'est de pouvoir placer ça dans le temps. Et là, effectivement, vous avez des outils de type projet ou je dirais, qui vous permettent, ou de gestion. Alors, si vous êtes dans l'agilité des gestions de post-it ou d'autres, qui vous permettent de faire ça. Mais en tout cas, c'est important d'avoir, en tout cas, l'information complète. Et là, je vous conseille d'utiliser des outils plutôt qui permettent aussi de les catégoriser, d'avoir toutes ces informations. Et les outils de MindMapper, c'est des outils faits pour ça. Et d'avoir derrière, effectivement, un outil pour pouvoir classer tout ça dans le temps. Et donc, du coup, alors, c'est vrai que nous, on accompagne des clients sur ces sujets, mais est-ce qu'on doit forcément être accompagné par un prestataire externe qui va pouvoir nous aider à coucher, entre guillemets, de cette vision, ou est-ce que c'est des choses qu'on peut faire seul, en fait? Est-ce que les entreprises peuvent le faire seules, ou est-ce que c'est nécessairement un accompagnement externe? Alors justement, cet intervenant neutre, on va dire, objectif qui sera... Alors, justement, je répondrai après à la question. Justement,
elles peuvent le faire seules, mais effectivement, la problématique, la capacité de projection, il faut aussi avoir un œil extérieur. Je pense extérieur, ou en tout cas très très élevé, et pouvoir voir en fait avec lucidité les problématiques. Et souvent, en fait, on a tendance à se cacher certains de nos problèmes, et effectivement, tant qu'on ne nous les met pas sous le nez. Et donc ça, c'est important aussi d'avoir je dirais un œil extérieur. Peut-être que c'est par le biais de prestataires, de cabinets de consulting, mais aussi de vos partenaires, de vos clients. Tout ça, en fait, cette sphère un peu externe doit pouvoir vous aider, en fait, dans votre réflexion. Et dans la sphère publique, je parle effectivement plus de vecteur de croissance, mais oui, on est plutôt dans la notion de performance, d'efficacité et de service rendu aux citoyens. Effectivement, on est dans la sphère publique, et effectivement, le pouvoir public doit pouvoir en fait rendre des services de qualité aux citoyens. Et donc ça, il faut pouvoir mesurer, et donc effectivement mesurer et avoir en fait les moyens de pouvoir en fait faire ce même travail sans avoir en fait ces notions de retour sur investissement qui sont quand même très orientées privées, et effectivement vecteurs de croissance qui sont totalement privés, et effectivement plutôt on parle d'optimisation, on parle d'analyse de performance et d'efficacité vis-à-vis soit en interne, mais aussi sur le plan du service rendu aux citoyens. Très bien. Et bien, écoute, je pense que c'est plutôt clair. S'il y a d'autres questions, je vous invite à les mettre sur le chat. En tout cas, je ne sais pas s'il y a encore des choses pour compléter un petit peu ce webinaire, ou sinon on passe à la présentation de la société. C'est OK pour toi? Oui. OK, super. En tout cas, merci beaucoup. Alors, il y a peut-être une question qui va encore arriver, mais j'avancerai sinon. Donc du coup, très rapidement, pour vous présenter du coup la société Data Value Consulting. Donc nous sommes un cabinet de conseil et d'intégration qui est vraiment spécialisé sur les sujets donc de data. Donc effectivement, on est vraiment un spécialiste, et c'est comme ça qu'on se distingue par rapport aux généralistes. Donc on est né en 2014, 21 millions de chiffre d'affaires, environ 230 collaborateurs, donc des consultants à la fois techniques, fonctionnels, et également des managers seniors. Et puis à peu près une centaine de références, 40% à peu près dans le secteur public, et puis le reste dans tout autre secteur d'activité plutôt privée, avec une capacité à gérer des projets à la fois en forfait, mais également accompagnés sur des profils en régie, et puis des filiales plus spécialisées sur d'autres technos. Et si on va un petit peu plus en détail par rapport à notre accompagnement autour de la data, donc on a un pôle conseil en data, donc notamment en partie géré par Pascal, qui accompagne autour de la stratégie de data, la gouvernance data, le data management, ou même sur des sujets plus techniques, l'accompagnement sur l'architecture data et la sécurisation des plateformes. On a également un gros pôle de pilotage de projets qui va intervenir du cadrage jusqu'à la réalisation des projets, ainsi que leur maintenance, donc avec des directeurs de projet et chefs de projet notamment certifiés agiles, et puis aussi deux centres de compétences technologiques qui gravitent autour d'une communauté Azure et d'une communauté SAP, avec une capacité vraiment d'accompagner nos clients plus spécifiquement sur ces technologies-là. Donc voilà un petit peu pour l'explication rapide de notre activité. Je vois qu'il y a une autre question, donc je te laisse peut-être, Pascal, y répondre. Pour calculer le ROI d'un projet métier, comment évaluez-vous la création de valeur de la partie data proprement parlée? En fait, il faut pouvoir évaluer la proportion de l'utilisation et de la consommation des données, en fait, par rapport effectivement à ce qu'on en attend dans son ensemble. Si effectivement la donnée est le centre je dirais du travail, en fait, est véritablement le centre, c'est-à-dire qu'il nécessite en fait un fort travail de transformation, un fort travail de calcul, un fort travail de stockage. Sa proportion de coût en fait est assez importante. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le résultat qu'on en attend, d'avoir des données fiables, de qualité, est une proportion. C'est toute la proportion qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le pourquoi en fait vous utilisez ces données. Si vous l'utilisez en fait dans le but transitoire en fait à
à quelque chose, ou si vous l'utilisez par exemple pour de l'exposition à des fins commerciales, cette création de valeur n'est pas la même. Donc ça, c'est important. Et il faut pouvoir effectivement évaluer la proportion du travail qui est fait sur cette donnée par rapport à celle en fait ce qu'elle va en fait vous faire gagner. Donc ça, je dirais que cet exercice n'est pas simple parce qu'elle dépend en fait effectivement du coût que vous avez mis sur la table pour pouvoir faire ces opérations-là. Mais si effectivement le coût est assez important, on peut considérer effectivement que la proportion, on est largement au-dessus de la moyenne par rapport en fait au gain. Donc voilà un peu les choses. Mais je vous avoue, c'est pas quelque chose forcément de simple à évaluer. Très bien. Merci beaucoup. Quelles sont les grandes étapes dans le traitement de la donnée, data management? Alors, ça dépend. C'est des étapes de traitement de quoi, en fait? Pour faire quoi? Est-ce qu'on parle de transformation, d'ingestion? Est-ce qu'on parle plutôt de façon très macro? Déjà, il faut savoir où elle se trouve. Il faut savoir, en fait, savoir dans quel état elle se trouve, quel statut, quel niveau de qualité. Donc, après, on veut savoir comment on l'utilise, donc comment on la stocke, sous quelle forme, est-ce qu'elle s'autosuffit ou est-ce qu'en fait elle a besoin d'être transformée. Donc toutes ces choses-là, il faut pouvoir les étudier d'étape. Après, il y a la transformation en tant que telle, le calcul et l'exposition. Donc en fait, vous avez quatre grandes étapes globalement. Et tout un tas de process finalement derrière? Oui, technique, fonctionnelle, oui. Manuelle par les métiers. La qualité de données, par exemple, se traite à quel moment? En fait, ça, c'est justement une bonne question. Aujourd'hui, on était dans une culture de la réaction. Maintenant, on est dans la culture de l'action préventive. Donc ça, c'est important de ce qu'on appelle le by design, ou d'avoir analysé les root causes. Si on parle de qualité de données, on parle de root cause, on parle d'événements qui peuvent être envisagés et qui peuvent être faits de façon corrective en amont. C'est exactement comme on fait du privacy by design, on peut faire de la qualité by design. Donc il y a des événements qui effectivement que l'on peut prévoir plutôt que de le faire plutôt dans la réaction. Donc ça, je dirais que c'est une analyse qui peut le déterminer. Et donc le traitement à la fois de la donnée justement sur son cycle de vie, j'imagine que ça doit être, il y a une organisation en face, il y a des process, il y a des règles, il y a des rôles, des responsabilités. Enfin, il faut vraiment, entre guillemets, lisser tout ça et que ce soit clair, partagé. En tout cas, dans les processus d'une feuille de route, clairement, il faut imaginer, si on est dans ce cadre-là, une gouvernance de données qui vous permette en fait d'avoir les bonnes données, de connaître, de pouvoir analyser les sources, donc de dire, d'avoir si vous devez avoir des partenaires externes ou pas. Donc, et ça vous permet aussi d'avoir une notion budgétaire sur l'utilisation de données externes, par exemple. Est-ce qu'il faut les acheter, est-ce qu'il ne faut pas les acheter? Donc tout ça, il faut pouvoir le prévoir. Donc ça, mais je dirais que c'est un peu postérieur en fait à la feuille de route. On imagine en fait que certaines choses, pour la feuille de route, on imagine que certaines choses vont devoir être faites, mais c'est au moment où on exécute cette feuille de route que l'on voit forcément qu'on doit acheter ou pas acheter, par exemple, ces données. Donc ça, je dirais, il y a l'établissement de la feuille de route et puis il y a l'exécution de la feuille de route. D'accord, je comprends très bien. Eh bien, écoute, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, donc, on a tout un tas de ressources en fait à ces sujets. N'hésitez pas à regarder, mais en tout cas, on vous fera un mail après ce webinaire justement pour déjà vous proposer de continuer ces discussions avec Pascal à l'occasion d'un appel téléphonique ou d'un rendez-vous. Et puis derrière, on vous partagera aussi quelques documentations. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier d'avoir été présents nombreux à ce webinaire. Et n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez des questions, vous avez besoin d'approfondir ces sujets clés. Merci Pascal en tout cas pour ta présence et ton expertise. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée.